Salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut, salut, salut. Hello. Bonjour. Bon, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'assister à ce webinaire qu'on a co-organisé entre Zelti et Sunday. On a perdu l'un de nos interlocuteurs, il reviendra. Donc je m'occupe d'introduire en attendant son retour. Je suis moi-même Sylvie Boubé de Gramont, je suis responsable des grands comptes et responsable partenariat chez Zelti. Zelti qui est une solution de prise de commande et d'encaissement à destination de la restauration multisite. À l'occasion de ce webinaire, on a voulu aborder la thématique des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui arrivent dans moins d'un mois, qui sont en ce moment sur toutes les bouches. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner les pistes, les bons tips pour se prévenir de l'affluence attendue de cette clientèle internationale que devraient ramener les Jeux Olympiques. Donc voilà, évidemment, ça soulève de nombreuses questions, notamment dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Comment anticiper cette affluence? Cette affluence sera-t-elle réelle par rapport à celle attendue? Et également, donc, comment l'anticiper au maximum dans les zones à forte fréquentation et comment en bénéficier, par exemple, dans les zones hors Jeux Olympiques pour justement bénéficier de cette clientèle internationale et attirer davantage de monde chez vous. À l'occasion de ce webinaire, j'ai la chance et l'honneur d'animer et d'assister au débat d'interlocuteurs d'exception. On ne les présente plus, mais je vous les présenterai quand même. Nous avons donc Victor Legueur, entrepreneur récidiviste. Victor n'en est plus à son premier succès. Après avoir cofondé le réseau Big Mama, les incontournables trattoria en 2013, il se dédie à la vulgarisation du paiement par QR code dans les restaurants pour faire gagner du temps en créant Sunday en 2021. Maintenant, un acteur incontournable du paiement sur le marché de la restauration. Nous avons également Edouard Osby. De la même veine, c'est à Edouard, le roi de la com et entrepreneur à succès, que nous devons de nous régaler régulièrement dans tous les restaurants Gruppo Mimo, comme en Italie, qui ont été créés donc en plein confinement. Il aide également les restaurateurs et groupes de restauration à faire exploser leur visibilité grâce à l'application Emblème. Et enfin, Jérémy Serceau, j'espère qu'il est de retour. Donc le secteur de la restauration n'a plus aucun secret pour lui. Après des années dans de nombreux groupes de restauration tels que Ducasse, Agendas, Bagel Corner, Jérémy est aujourd'hui fondateur de Food Mood Consulting, un cabinet de conseil expert de la franchise, et il anime et conseille avec brio le secteur de la restauration. Il est à l'origine d'une dynamique d'échange et de solidarité entre dirigeants de la restauration, notamment en leur donnant la parole dans son podcast En toute franchise, que je vous conseille d'écouter. Jérémy est de retour, pile au bon moment. Ah. Jérémy, est-ce que tu es parmi nous? Jérémy, il est on, il est off, on sait pas. Voilà, Jérémy se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, peut-être que je voulais introduire avec Jérémy qui a assisté à de nombreux événements, mais on va commencer peut-être par toi, Victor, sur la thématique de l'affluence. Donc toi, notamment chez Big Mama, mais également de ta connaissance de la restauration, comment tu vois ce pic d'affluence? Comment tu souhaites l'anticiper au niveau de ton réseau Big Mama? C'est une très bonne question. Merci et merci pour ton intro. Merci et bonjour à tous. Chez Big Mama, on a depuis 10 ans un business model qui est basé sur l'affluence. C'est-à-dire qu'on fait des gros volumes et grâce à ces gros volumes, on écrase les prix, on va chercher du rapport qualité-prix grâce aux gros volumes. Donc, il y a quelque chose dont on est un peu spécialisé dans la gestion de l'affluence, un peu comme beaucoup d'acteurs, par exemple, du brunch ou de la grosse brasserie. Et c'est notamment parce qu'on est des spécialistes de l'affluence qu'on avait à l'époque commencé par développer ce qu'est aujourd'hui Sunday pour nous, parce que c'est le premier outil qu'on a utilisé pour encaisser les pics d'affluence. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude d'opérer entre 60 et 100 couverts, quand tu es à 100 couverts disons, au déjeuner, tu es dans le dur, mais tu sais gérer. Quand tu passes à 120, il y a tout qui explose. Et on a tous vécu ces services où juste parce que tu passes au-dessus de la barre, tu perds complètement le contrôle du service et tu passes de t'opérer au top niveau à c'est un massacre. Et donc, comment on gère l'affluence? D'abord, il y a les bonnes vieilles recettes de restaurateurs qui sont
bah, faut pas laisser rentrer des gens si tu sais pas les. Ça, c'est un des trucs que j'ai appris bien avant l'époque de Sunday. C'est un truc qu'on a appris au tout début de Big Mama. C'est si tu sens que tu vas pas réussir à gérer, faut pas laisser rentrer les gens. C'est dur de dire non. C'est dur de dire non à du chiffre d'affaires. C'est dur de demander à des gens d'attendre un quart d'heure, y compris quand ils vont dire, mais attendez, là-bas, je vois une table de lit. Pourquoi vous ne la donnez pas? Mais ce sera toujours 50 fois plus dur de gérer les émotions de ce type ou de cette nénette quand tu auras massacré leur table. Ça, c'est un peu le tips à l'ancienne, le tips version nouvelle technologie et version 2024. C'est tout ce que tu peux faire qui va améliorer. Il n'y a pas de recette miracle, tu vas juste améliorer ton efficacité de 50%. Il y a 5 trucs qui vont améliorer de 10%. Et pour nous, je dirais que le principal pour gérer l'affluence, c'est Sunday. Et c'est pas un hasard si Big Mama, Bouillon Pigalle et République, les gros spots de brunch à Paris étaient il y a 3 ans les premiers clients de Sunday. C'est des gens qui ont des problèmes et des opportunités d'affluence. Tu parles au mec de Bouillon Pigalle, Moussier de chez Pigalle et République, qui dit Sunday, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 8% parce que mes tables tournent 12% plus vite. Mais comme le mec a constamment la queue, bah, ça se matérialise en chiffre d'affaires. Pareil pour les gens du brunch. Et donc après, évidemment, il y a des restaurants qui sont moins basés sur l'affluence, mais qui, là, en période de Jeux Olympiques, ou qui ont connu ça à d'autres époques, ou à Noël notamment. À Noël, il y a plein de gens qui arrivent et qui disent, est-ce qu'on peut prendre Sunday pour la période de Noël? Parce que tout d'un coup, ils se retrouvent avec de l'affluence. Il n'y a pas de recette miracle, mais tout ce que tu peux faire qui va te faire gagner 5 ou 10 minutes par table, si tu gagnes 2 fois 5 minutes par table, tu as gagné 10 minutes par table sur une table qui était là pendant 70 minutes, c'est 12%. 12% d'efficacité dans un service, c'est ça qui te sauve. Et il n'y a pas de recette qui fait que le vase qui était trop plein va devenir vide, mais il y a des petites recettes, comme Sunday, il y en a d'autres, qui font que la goutte qui débordait, elle redescend d'un cran. Ok, donc vous restez sur la même ligne de conduite. Pour vous, c'est Big Mama a pour habitude de gérer des flux. Avec Sunday, vous pouvez justement faciliter cette gestion des flux. Toi, de ton côté, Edouard, avec Groupe Mimo, comment tu anticipes les choses? Comment tu vois cette période des JO? Ouais. Nous, pareil, sur Groupe Mimo, on a déjà ce type de problématique sur l'affluence, sur la gestion des flux, faire tourner l'étape plus vite, etc. Et on est sur le même segment, donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Victor ensemble et on s'entraide à aussi développer l'outil, faire nos retours, à dire ce qu'on a besoin et comment on peut améliorer le produit de jour en jour. C'est pour ça qu'on bosse aussi avec Sunday. Et après, de toute façon, oui, c'est clair que sur le volume, c'est important. Mais ce qui est très important, au même niveau qu'amener du volume, c'est pour ça que c'est important de faire de la com. C'est pour ça qu'on travaille avec Emblème depuis 8 ans à aider les restaurateurs à remplir leur salle. Mais le volume, s'il est mal géré, mal traité, il peut aussi avoir l'effet inverse que les bénéfices qu'il peut apporter. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on amène du volume, et c'est ce qui peut se passer au JO, sur un restaurant avec une équipe qui n'est pas prête à avoir du volume, bah, ça va avoir une tendance un peu inverse. C'est-à-dire, alors oui, on va faire du CA, mais ça va être une vision très court terme, et derrière, il va y avoir des mauvais avis. On va mal gérer la cuisine, on va mal gérer le food cost, on va mal gérer la masse salariale parce que du coup, quand ils vont voir qu'ils vont avoir de l'influence, ils vont vouloir surstaffer. Et c'est justement des outils comme Sunday qui vont permettre. Je vais pas couper. Et en fait, c'est justement grâce à des outils comme Sunday qu'on va pouvoir avoir. Je sais pas si vous me voyez encore. Ouais, on le voit. Qu'on va pouvoir tout simplement mieux gérer ce volume-là avec une équipe en termes de staff qui est au même niveau. Et comme le dit bien Victor, il n'y a pas de solution miracle dans la restauration, mais comme dans l'entrepreneuriat au global. C'est le fait qu'on met bout à bout des choses qui fonctionnent et qui vont diminuer le temps d'attente des tables, qui vont augmenter le turnover des tables. Et c'est en fait petit, c'est chaque outil, chaque réflexe, chaque attitude de l'équipe en salle qui va faire que mis bout à bout, on va gagner 5, 10, 15, 20 minutes, mais sur des gros volumes,
ça va forcément avoir des grosses conséquences. Je prends toujours un peu cet exemple-là, mais on prend un gravillon à 300 km/h, le gravillon, il devient un rocher. Et là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que plus on va vite, plus il y a de volume, plus les petits détails vont avoir des grosses conséquences. Okay. Et donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir, avec le digital, gérer ces volumes-là. Peut-être, oui. Je fais juste une micro-parenthèse ici. La manière dont on configure ton logiciel de réservation, c'est colossal. Prendre tout le monde à 7h ou prendre des mecs à 7h, à 7h10, à 7h15, à 7h20, ça change tout. C'est un micro-détail, mais on a vu comme ça changer notre vie chez Big Mama pour encaisser le fait de ne pas avoir juste 100 mecs qui attendent et qui trépignent à l'entrée de ton resto. Ça, c'est sur la top line. Et sur la bottom line, comment tu gères ton staffing quand tu as des périodes d'affluence, être capable de réagir en une demi-journée à ton volume de réservation. Bah, à la fois, tu encaisses les volumes, mais le jour où tu n'en as pas, tu ne perds pas tout ce que tu as gagné en people cost en ayant trop de serveurs. Enfin, ça, c'est des erreurs qu'on a faites aussi. Je les partage ici de pas être assez, comment ça s'appelle, adaptable. Et le dernier truc auquel je pense que j'ai pas dit, c'est l'histoire des gens à l'accueil. Il y a plein de restos qui ne sont pas forcément habitués du volume, donc ils n'ont pas forcément un poste d'hôtesse. Quand tu as du volume, chez Big Mama, on a maintenant 3 hôtesses dans les plus gros restos, mais c'est ça qui fluidifie. Tu peux avoir tous les outils du monde, à la fin, tu as besoin d'être humain. Et les hôtesses, c'est hyper important. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un truc auquel penser. J'entends pas mal de choses dans ce que vous dites. Il y a une grosse thématique sur le staff, une grosse thématique sur la communication, sur l'opérationnel. Peut-être, pour revenir, c'est des sujets je pense que c'est important qu'on rentre dans le vif du sujet. Peut-être avant, Jérémy, je sais que tu as assisté à de nombreux événements couvrant la thématique des JO. Donc, tu as un avis sur la surtout sur l'affluence. Comment, selon toi, les restaurateurs peuvent s'y préparer? Comment tu vois cette affluence des Jeux Olympiques? Ouais, bonjour à tous. Désolé, j'ai eu un petit démarrage un peu difficile avec une connexion un peu perturbée. J'espère qu'elle va tenir. J'espère que tout le monde m'entend bien. Pourtant, je suis dans une zone qui capte bien. Le Wi-Fi est très bon, donc je ne sais pas ce qui se passe. Oui, effectivement, bonjour à tous et désolé pour cette introduction. En tout état de cause, effectivement, j'ai rencontré bon nombre, parce qu'on est quand même assez actif dans l'anticipation et dans la préparation des Jeux, puisqu'on a, avec certains de mes partenaires, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur la préparation des Jeux. Moi, comme je le dis toujours, les Jeux, on entend un petit peu de tout, et je le vois également dans les commentaires. On parle de 15 millions de personnes. Bon, 15 millions, ça reste une jauge. Est-ce qu'on va vraiment avoir 15 millions? Et avec le recul qu'on peut avoir sur les Jeux précédents, on ne sait pas forcément toujours à quoi s'en tenir. Donc, c'est une jauge, mais est-ce que c'est plus 10 ou est-ce 2 millions de plus, c'est énorme. Déjà qu'à aujourd'hui, on a, et c'était le thème de ce début d'introduction. Moi, je rappelle juste, j'ai croisé dernièrement le maire de Clichy. Et il me disait un sujet qui est toujours très intéressant, c'est de revenir des fois à des bons sens de commerçants. Et alors aujourd'hui, de se servir effectivement de la tech, mais aussi de se servir et d'être aussi ouvert sur ce qui se passe à côté de chez soi. Quand je dis ce qui se passe à côté de chez soi, c'est que tout simplement, on prend l'exemple de Clichy. Clichy va accueillir à peu près 1500 athlètes anglais sur une ville qui fait à peu près 60 000, un petit peu plus de 60 000 habitants. Les Anglais, si on regarde historiquement, généralement, ils font des scores, ils font des podiums. Et c'est pas forcément une réputation, enfin, c'est une réputation qui leur colle vraiment à la peau. Tous les établissements de restauration, les brasseries, les restaurants, et bon nombre d'entre eux qui sont dans le scope Clichy proche du village des sportifs, préparez-vous à faire tourner la pression, puisque c'est des zones qui risquent d'être extrêmement fréquentées et en termes de consommation. Ah, eh bien, on a perdu Jérémy. De mon côté, et restaurateur et tech, j'ai un conseil. Faites rechecker vos connexions Wi-Fi. C'est pas une mauvaise blague, mais avoir un Wi-Fi qui marche, si tu veux que ton Zelti y tourne, si tu veux que ton Sunday y tourne, si tu veux que tes outils y tournent, c'est avoir ceinture et bretelles. Et en fait, c'est un truc de pro d'avoir du Wi-Fi qui marche. Il faut avoir un prestataire professionnel qui t'aide là-dessus. Je fais cette mauvaise blague parce que notre ami, parce que Jérémy est déconnecté, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est intéressant aussi. C'est tout bête, mais c'est intéressant aussi parce que nous, on est sur Internet, mais je suis d'accord avec toi, Victor.
sur cette nécessité de blinder l'Internet. Donc, en attendant le retour de Jérémy, peut-être qu'on peut réorienter sur le côté opérationnel, côté tech. Donc, tu parlais de Zelti, de Sunday. Edouard, tu avais aussi un mot à dire? Non, mais tout bête, parce que les étrangers, généralement, n'ont pas forcément de connexion, ou si c'est des Américains, des Anglais, etc. Comme ils sont hors zone, généralement, ils payent très cher leur data et leur roaming, etc. Donc, c'est tout con, et ça fait un peu commercial, mais dire que devant un restaurant, etc., que le Wi-Fi est disponible, pour quelqu'un qui paye cher s'il n'est pas en Wi-Fi, qui a besoin de contacter ses proches, envoyer des photos, des vidéos, des trucs, des machins, dire que le Wi-Fi est disponible dans le restaurant, c'est tout bête. Mais par jour, ça peut accrocher 10-15 clients gratos comme ça, juste parce qu'on indique aux touristes que le Wi-Fi est dispo. Un peu à la manière de dire qu'il y a une salle climatisée pour des Américains qui ont l'habitude d'avoir de la clim tout le temps et qui fait 35 ou 40. Alors, je ne sais pas quel temps il fera au mois de juillet ou au mois d'août, mais c'est des trucs tout bêtes comme ça, des signalétiques qu'on met. Alors, ça fait un peu commercial, ça fait un peu restaurant touriste, mais en même temps, c'est ce qu'on vise aussi. Et c'est typiquement des choses qui coûtent rien du tout et qui peuvent rapporter, mis bout à bout, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir des conséquences. Et pareil, oui, il faut aussi donner la possibilité sur des restaurants qui ont une vraie valeur ajoutée, qui sont un peu Instagrammables, parce que nos clients restent nos meilleurs ambassadeurs. Et forcément, si les gens n'ont pas de connexion Internet ou une mauvaise connexion Internet, ils ne peuvent pas sortir leur téléphone, ils ne peuvent pas faire de story, ils ne peuvent pas communiquer tout simplement sur votre restaurant. Et ça fait c'est de la publicité gratuite qu'il ne faut pas non plus, faut pas s'en priver, quoi. C'est sûr. Et du coup, on vient à cette thématique de la clientèle internationale. Donc, on peut aussi se poser la question sur la gestion des menus. Est-ce que vous conseillez justement de travailler ces menus, de les adapter peut-être pour des flux plus importants, pour une plus grande rapidité de production? Jérémy, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Oui, alors effectivement, le sujet des menus, et je vois dans le chat, là, il y a des sujets hyper intéressants et très techniques sur des réponses attendues. Là, je vois typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas la solution, Student Pop, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais Student Pop peut être aussi une solution assez intéressante de faire appel à des extras plutôt orientés sur des jeunes étudiants. C'est une application qui marche assez bien, en tout cas sur Paris pour l'avoir essayé, mais qui a un déploiement national. Donc Student Pop, ça marche assez bien pour faire appel à de l'extra, mais des profils étudiants, et ils ont mobilisé un nombre assez important justement pour pouvoir avoir un volet. On est aussi, et tu le parlais tout à l'heure, Sybille, on est surtout sur la partie des menus. Donc je reviens sur les sujets un peu plus menus, un peu plus techniques. Les cartes à rallonge, où finalement vous allez tous vous perdre vos équipes, gérer de la complexité, d'approvisionnement, de stockage et autres. Moi, j'aurais tendance à vous dire, surtout, bannissez cette approche, surtout sur les établissements qui sont proches des fan zones ou des lieux de gros événements. Pour moi, ça me semble effectivement à la fois être du bon sens et pas de se dire finalement on va perdre une clientèle. Non, au contraire, vous allez avoir un apport et une qualité de service qui va être selon moi au rendez-vous. Des équipes qui vont être un petit peu moins perdues avec une complexité, une carte trop profonde, ce qui fait qu'on va créer des mécanismes avec des mises en place qui vont pouvoir être beaucoup plus faciles, avec des choses beaucoup plus faciles à l'envoi, et des équipes moins perdues, parce que vous risquez aussi pour certains d'avoir l'impact mouvement de personnel, complexité, certains qui vont arrêter, qui vont quitter du jour au lendemain, et sur lequel on va avoir besoin d'avoir un levier suffisant et des jeunes étudiants ou pas étudiants qui viennent un petit peu au pied levé et qui vont devoir monter dans la locomotive alors que le train est déjà lancé à 300 ou 350 km/h. Donc voilà, moi j'aurais tendance à privilégier ça, en tout cas à vous conseiller de privilégier ça. Et je crois que c'est Edouard qui en parlait tout à l'heure, à minima bilingue, voire trilingue, on va toucher une clientèle principalement internationale. Et je vous en parlerai un petit peu parce que j'ai des stats en termes de consommation qui sont peut-être intéressants aussi à vous partager. Mais tout ça va vous faciliter, vous, le travail, et faciliter aussi le travail de gestion et toute la ligne des exploitations. Parce que je vois qu'il y a pas mal de restaurateurs dans le chat qui se posent justement toutes ces questions, et c'est de manière très légitime. Ça m'évoque deux trucs. Il y a un restaurateur qui nous a appelé il y a 15 jours, qui est en face de la porte de la Chapelle. Le mec, il voit jamais un touriste de sa vie dans ce quartier-là. Et là, il va avoir plusieurs fois par jour 8000 mecs qui sortent de l'Adidas Center, qui parlent 40 langues et qui dit mais moi, j'ai besoin du menu Sunday qui se traduit automatiquement avec de l'intelligence artificielle dans autant de langues parce que juste je vais exploser.
Et d'un côté Big Mama, ça m'évoquait une autre idée de ce soir, ce que tu racontais, Jérémy, c'est avec Sunday, on peut traquer d'où viennent les cartes bleues. Donc chez East Mama, qui est mon premier resto, j'ai 90% de locaux. Et chez Pink Mama, j'ai 70% de touristes. C'est 2 restaurants qu'on a dans la même ville. Bah, chez Pink Mama, ma carte, elle est plus de 30% plus courte. Elle est plus courte et elle est plus chère. Elle est un peu plus chère parce qu'un touriste, il n'est pas à 5 euros près, mais il veut un service incroyable. Et comme il ne va pas revenir 3 fois de suite, je n'ai pas besoin d'avoir une carte si longue. Alors qu'à Ismama, j'ai que des habitués. Les Exactement. mecs, ils veulent de rapport qualité-prix et ils veulent de la diversité et ils veulent que mon menu change toutes les 6 semaines. Je raconte ça parce qu'en tant que restaurateur, moi, ça me fait toujours mal au cœur de couper mon menu, d'avoir moins de choses. Mais si c'est ça ou si c'est foirer mon service, c'est un très très bon conseil. C'est ça. Travaillez sur vos best-sellers. Hein. On a tous les historiques, hein. On a plein d'outils qui nous permettent d'avoir vos best-sellers, les produits qui marchent, qui fonctionnent bien, vos produits à forte valeur ajoutée, donc à plus forte marge, naturellement à privilégier. Il vaut mieux une carte courte plutôt qu'une carte trop longue sur laquelle finalement vous allez générer tout un tas de pertes et vous allez perdre vos équipes. Moi, ça serait vraiment en tout cas, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec nos partenaires. Et je voyais un commentaire d'Océane qui dit dans le chat, Londres, c'était moins 30%. Effectivement, c'est un peu ce qu'on entend. Et vu que personne n'a de boule de cristal, c'est difficile de partir sur ces hypothèses. Mais effectivement, Londres, c'était bien moins 30%. Et Londres, on a fait tout un pataquès, parce qu'à l'époque, on avait un partenaire nous, qui était là-bas. On a fait tout un pataquès en se disant, ça va être une complexité de dingue, on ne va pas y arriver, on s'est surstaffé, surdopé, surtout. Et au final, ils ont eu à gérer des queues de stock et des stocks pour pas arriver justement à l'acheter. Alors là, on est dans les paradoxes et dans les extrêmes, mais on est d'accord que ça va être aussi un sujet de bon père de famille ou de bon gestionnaire pour regarder ses flux, sa tendance et sa fréquentation. Ok, super. Tu parlais de stock. Comment justement, pour anticiper cette période de JO, par exemple chez Grupo Mimo, est-ce que vous avez un projet là-dessus pour tout ce qui est gestion de stock, anticipation? Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Nous, on utilise déjà des solutions de gestion de stock comme Impulse pour gérer, anticiper. Après, nous, on a la chance, voilà, on est un business d'affluence, donc on a tout le temps, on va dire, nous, nos chiffres d'affaires et nos volumes, ils varient de plus, entre plus 5% et moins 5%. C'est-à-dire quand on fait un très mauvais mois, on va faire moins 5%. Quand on fait un bon mois, on va faire, si on à périmètre égal, on va faire plus 5%. Donc, on fait tout le temps les mêmes chiffres d'affaires parce qu'on est en flux tendu. Donc ça nous permet, on a la chance de pouvoir avoir quand même une bonne vision des stocks dont on a besoin. Pour des restaurants qui ont plus de variations, notamment, je l'ai vu aussi depuis quelques années, avant c'était plus étalé du lundi au dimanche. Maintenant, les Parisiens choisissent plus du mercredi au dimanche et le lundi et mardi sont un peu délaissés parce qu'il y a de l'inflation, il y a aussi le pouvoir d'achat, etc., qui fait que ça a un peu migré en termes de période d'achat et de consommation. Mais voilà, Impulse aide à faire la gestion des stocks. Il faut aussi, bien évidemment, essayer de faire un maximum de process, des pas à pas, des fiches recettes, des outils de portionnage pour pouvoir tout simplement maîtriser le food cost. Encore une fois, derrière les machines, on reste humain. Tout bête, hein, même un pizzaiolo qui a des grandes mains et un pizzaiolo qui a des plus petites mains, et là c'est tout bête, mais s'ils n'ont pas des outils de portionnage, ils vont pas avoir le même grammage de mozza. Et moi j'ai vu en mettant des outils de portionnage pour mieux gérer par exemple la fior dilatée qui est mise sur les pizzas, sur les pizzas, typiquement ça nous fait économiser sur le volume des milliers de kilos par mois de fior dilatée. Donc c'est vraiment important de mettre en place des fiches recettes, des pas à pas, de pouvoir être aidé par des outils comme Impulse pour savoir en gros si on a vendu par exemple 100 margaritas, et on doit avoir en face tant de kilos de fior dilaté qui a été utilisé, et on voit la surconsommation ou la sous-consommation. Faut aussi pas ne pas en mettre, faut aussi pas être à l'inverse, décevoir le client et pas en mettre assez. Parce que parfois, quand on parle de food cost, ça peut faire peur aux équipes et du coup, il va avoir tendance vraiment à trop se retenir. Donc, faut être dans le bon
le bon grammage, le bon portionnage. Et pour bien gérer les stocks et le food cost, il faut se faire aider de solutions comme Impulse. Il y en a d'autres, hein. Moi, je cite Impulse parce que je connais bien Brice et on l'utilise depuis longtemps. Mais il y en a sûrement d'autres qui sont aussi bien. Mais voilà, la tech aujourd'hui aide énormément les restaurateurs dans leur activité à gagner du temps, à gagner en bonne prise de décision. Et mis bout à bout, ça permet vraiment de gagner des points de marge, du CA, de faire tourner ses tables plus vite, d'avoir une meilleure expérience client. Et c'est vrai que les gens ont tendance à nous poser la question quand on a des restaurants qui fonctionnent, c'est quoi votre secret? Et en fait, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, être un bon restaurateur, c'est aligner tout. C'est comme être un bon pilote de Formule 1. C'est aussi important les mecs qui vont préparer la voiture que le mec qui est dans la voiture. Donc en fait, c'est tout mis bout à bout qui fait qu'on a des victoires. Et en fait, la gestion des stocks, la gestion de la masse salariale, la gestion du flux de clients, la gestion du digital et de l'irréputation du restaurant, c'est aussi important parce que les touristes typiquement vont aller sur Trip, sur Google, etc. Donc c'est important d'accumuler tout au long de l'année et même hors JO parce que août est une période touristique. Comme on disait avec Victor, on fait des super scores au mois d'août parce que on est des restaurants qui sont très digitales et très digitaux et on met beaucoup d'énergie à avoir beaucoup de notes sur Google, à avoir des belles images, à avoir de la communication, des beaux réseaux sociaux, etc. Parce que les touristes, quand ils arrivent, ils vont voir sur TikTok, ils vont voir sur Trip, ils vont voir sur Yelp, etc., etc. Et typiquement, il faut être beau sur ces plateformes parce que c'est la première impression que vont avoir les touristes par rapport à notre restaurant. Et c'est vrai que parfois, il y a des restaurants qui sont super, qui ont une super expérience client, qui a un rapport qualité-prix, etc. Mais en fait, c'est pas du tout en phase avec ce qui est montré sur le Internet. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de travailler aussi le digital à fond parce que c'est la première impression qu'on donne aux futurs clients. Et pour compléter un peu ce que dit Edouard, aussi un peu dans les best practices, mais anticipez bien auprès de vos partenaires et fournisseurs alimentaires, non alimentaires. N'oubliez pas d'envoyer des prévisionnels ou un minimum de prévisionnels, histoire que vos fournisseurs aient un peu une feuille de route. Déjà, ça vous permettra, si vous n'avez pas la marchandise, de leur dire, attends, je t'ai prévenu, donc tu avais bon, et tu aurais pu aussi parce qu'ils n'ont pas de boule de cristal et ils sont, pour certains, comme vous et comme moi, dans l'ombre et dans l'interrogation de se dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est plus tel ou tel produit? Eux, c'est encore plus compliqué parce qu'ils sont à la base. Ça veut dire que si vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez aller précisément, imaginez nos fournisseurs. Donc, les prévisionnels, la carte courte pour bien maîtriser vos produits et pas complexifier ça avec vos équipes, améliorer vos ratios MP, éviter de la perte. Tout à l'heure, Edouard citait effectivement Impulse, qui est une solution qui peut être parfaitement adaptée. Vous avez aussi Fullsoon, pour ceux qui ne connaissent pas Fullsoon, qui est géré par Hassan et qui est partenaire des Jeux Olympiques, donc qui a été sélectionné pour justement travailler sur tous les prévisionnels et anticiper les prévisions de commandes, les prévisions de fréquentation. Donc c'est un sujet aussi, Impulse, Fullsoon, et il y en a certainement plein d'autres. Ne pas hésiter à les solliciter. Alors là, on est à 3 semaines de l'événement, mais en tout cas, c'est des solutions assez pratiques et assez agréables. C'est sûr que de toute façon, en fait, je pense que quand on essaie justement d'appréhender cette affluence sur les JO, et finalement l'idée c'est comment maintenir une grande satisfaction client dans mon restaurant également. Donc il y a cette thématique de la tech, bien s'équiper, bien penser ses process. Donc sur la tech, je pense qu'on peut peut-être continuer un peu sur ce sujet. Donc, on a parlé des stocks. Nous, côté Zesty, on va permettre d'agréger toutes ces solutions. Peut-être que, Victor, tu as d'autres idées de solutions qui peuvent être implémentées pour justement fluidifier les flux en restaurant, au-delà du paiement à table. Moi, j'aime bien quand je pense à mon PNL, je commence par le truc le plus important. Le plus gros bloc du PNL chez tous les restaurateurs de France, c'est le staff. C'est là-dessus que et c'est à la fois le plus important en PNL et c'est ça qui fait que ton client à la fin va avoir un bon service ou un mauvais service. Donc là, on a commencé par le stock, mais à la fin, moi, mon expérience, c'est que si je gère bien ou pas bien mon stock, j'ai avoir une variation de plus ou moins 2%. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi, si je suis en rupture d'un produit, sur un service, ça va pas me flinguer un service.
En Ouais. revanche, si je suis en rupture de staff, ça va flinguer totalement mon service. Si j'ai trop de staff, je vais passer de 34 ou 36% de people cost à 45. Ça se fait comme ça, hein. Mais 36 à 45%, quand tu as perdu 9%, tu as passé ta soirée à travailler pour rien, voire tu as perdu de l'argent. Donc, je parlerai 2 minutes du staff et de quels sont les logiciels qui ont un impact là-dessus. Bah, d'abord, tu as évidemment les logiciels de gestion RH. Et ensuite, moi, de ma fenêtre, ce que je vois, c'est, tu parlais tout à l'heure, Jérémy, de comment tu peux faire bosser soit des brigades, soit même des étudiants. Moi, si je veux faire bosser un étudiant pour faire tourner un groupe Mimo, pour faire tourner une brasserie, pour faire tourner un Big Mama, c'est un peu un job quand même. Donc, plus tu simplifies, notamment ton service, mieux c'est. Nous, on n'était pas capable de bosser avec des brigades avant Sunday. Depuis qu'on a Sunday et qu'en fait, c'est les clients qui partagent leur addition, par exemple, que les touristes qui parlent étranger, bah, ils partagent sur leur téléphone. Bah, depuis, j'arrive à utiliser des brigades. J'arrive pas encore à utiliser les étudiants chez Sunday, chez Big Mama, pardon. Ça reste des trop gros restos avec trop de process, etc. Mais maintenant, j'arrive à utiliser des brigades parce que j'ai simplifié le service, notamment en simplifiant le paiement à table. Chose que j'arrivais pas à faire avant. Donc, l'autre dimension de ça, c'est la motivation des équipes. Quand tu as des pics d'affluence, notamment liés à des touristes, c'est un énorme enjeu sur les pourboires. Les touristes, ils laissent beaucoup plus de pourboires que les Français. Ce qu'on constate à l'échelle, parce qu'on a les chiffres avec Sunday, c'est que les Parisiens, ils laissent en moyenne 0,8, 1% de pourboire. Quand tu as une solution de paiement à table, les Parisiens, ils laissent en moyenne 3,5 à 4 et les touristes, ils laissent en moyenne 8,4. C'est-à-dire 2 fois plus que les Parisiens. Et la manière, 8,4% du chiffre d'affaires, je ne sais pas si pour tous les restaurateurs qui nous écoutent, si tu as 36% de ton chiffre d'affaires qui est dédié aux people, quand tu rajoutes 8%, tu passes de 36 à 44. Tu as augmenté quasiment de 20% la rémunération de tes serveurs. Donc, ça a un impact énorme sur la motivation du staff et sur la manière de retainer ton staff et de les motiver à travers ces périodes de crise. Parce que si tout ton staff tire la gueule et qu'ils ont l'impression qu'ils doivent bosser 2 fois plus, mais qu'à la fin, il n'y a que le patron qui gagne plus d'argent dans cette histoire, nous, on a eu cette expérience il y a quelques années chez Big Mama et ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à les faire croquer. Et des systèmes de gestion des pourboires, pour nous, ça a changé la vie chez Big Mama. Ok, il y a cette gestion des pourboires, mais est-ce que vous avez des conseils aussi sur cette partie staffing? C'est hyper intéressant. Je pense que c'est une question que se posent énormément de personnes qui assistent à ce webinaire. Comment prévenir face à une clientèle internationale? Est-ce que vous allez plus recruter? J'imagine chez Big Mama et Grupo Mimo, c'est un peu différent parce que vous avez l'habitude de ces flux, vous êtes finalement assez équipés. Mais peut-être que Jérémy, avec les restaurants que tu as pu accompagner, tu as des conseils là-dessus, sur cette partie staffing à nous donner? Alors, sur la partie staffing, et Victor l'évoquait, notre enjeu à tous, il est d'avoir le staff. Et malheureusement, on a eu des épisodes catastrophiques. On a même vu certains restaurants qui n'ouvraient pas parce qu'ils n'avaient pas le staff. Et on n'était pas encore en période des Jeux Olympiques. Imaginez ce qui va se passer et ce qui peut se passer si on n'a pas anticipé, si on ne considère pas notre staff. D'autant plus que ce qu'on entend et ce qu'on peut aussi voir, c'est que certains nous disent, les Jeux Olympiques, moi, ça démarre le 26 juillet. Le 25 matin ou le 26 après-midi, je suis dans un train, je quitte Paris. Donc, on a quand même des sacrés enjeux et on a des sacrés enjeux de fidélisation, de performance pendant toute la période, parce que là, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon que vous allez faire, les restaurateurs. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre dans une expérience passée quand je fais des événements type Roland-Garros, sur lequel c'était aussi une période extrêmement intense, extrêmement soutenue, où les équipes sont vraiment mises à dure épreuve, parce que c'est des amplitudes horaires qui sont quand même assez importantes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les faire travailler plus que ce qu'ils doivent travailler, mais je suis juste en train de dire que ça va être un rythme et une pression différente de d'habitude. Ça peut être une bonne pression comme une pression beaucoup plus délicate qui impacte directement nos services. Considérez vos équipes. La formation, pour moi, quand je dis la formation, c'est la base. Quand je dis la formation, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une formation d'une semaine spécifique. C'est de savoir accueillir correctement ces équipes, leur expliquer ce qu'ils vont vivre et comment on va le vivre ensemble, de les challenger sur tout ce qui va se passer.
Parce que quand on est restaurateur, ce qu'on aime, c'est l'adrénaline du service, que ça soit en cuisine ou en salle. Par contre, le maintenir pendant une période de 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi, là, c'est plus compliqué. Victor l'évoquait tout à l'heure, et moi, je crois et je suis parfaitement convaincu que l'expression on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, et nos collaborateurs doivent croquer et doivent participer à cet effort du collectif, à cette compétition, hein. Ils doivent aussi remporter la médaille. Je fais un jeu, je ne l'avais pas préparé celle-là, mais en tout cas, il doit y avoir aussi, ils doivent monter sur le podium, et je crois que vos collaborateurs, plus que jamais, il faut les considérer, les chouchouter et s'en occuper plus que jamais, encore mieux que d'habitude, j'ai presque envie de dire. Et quelque part, pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité, et on va vite voir quelles vont être les carences, et ceux qui s'en occupent pas, ou qui s'en occupent pas comme ils le font toute l'année, malheureusement vont le payer cash pendant cet événement, surtout s'ils sont bien passés. Donc considérez vos équipes, payez-les correctement, voire même incentivez-les. Et quand je dis les incentiver, c'est pas forcément juste le maître d'hôtel ou le chef de rang. C'est toute l'équipe qui doit potentiellement être incentivée à des challenges, à des chiffres d'affaires, à des atteintes d'ambition, parce que vous devriez faire, et en tout cas je vous le souhaite pour ceux qui sont placés dans des zones plutôt favorables, de sacrés scores. Donc n'hésitez pas à les rémunérer, en tout cas, ça serait mon avis et mon conseil le plus précieux, et de les considérer. Super, merci Jérémy pour ces mots. Edouard, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur la partie staff? Qu'est-ce que tu prévois de la formation ou des mises en place de process particulières? Après, non, c'est pas forcément différent de ce qu'on fait d'habitude. Après, voilà, c'est toujours. Victor et Jérémy ont raison, c'est un business people, la restauration. Donc l'expérience est faite par les humains, et l'efficacité et ton produit est fait par ton équipe. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir des process, de la formation, du suivi, que les gens se forment entre eux aussi, donner responsabiliser les gens, pouvoir aussi donner une certaine vision de l'enseigne. Quelles sont les valeurs de l'enseigne, pouvoir vraiment leur transmettre un type de comportement à avoir en cas de problème, d'avoir le sourire, de dire bonjour, etc. C'est des choses toutes bêtes quand on dit ça, ça paraît tout bête, mais c'est très important de former, de répéter, d'observer, de pouvoir vraiment faire monter en grade les bons éléments des équipes pour leur montrer que ils ont une possibilité d'évolution dans le groupe. Nous, on a un chiffre, c'est-à-dire que le turnover des managers en 3 ans chez Grupo Mimo est proche de 0. C'est-à-dire que les managers, quand ils sont chez nous, ils restent. Ils restent 2, 3 ans. Il y a des gens qui sont là depuis le début. La seule fois où les gens partent, c'est vraiment parce qu'ils veulent vivre en Australie et puis ils veulent changer de vie. Mais on n'est pas de départ en tant que tel parce que les gens se plaisent pas. Et j'avoue d'en dire que c'est un peu flippant. Si tu vas bosser chez Grupo Mimo, le seul moyen de changer de vie, c'est de partir en Australie. C'est te barrer. Et c'est vrai que par moment, parce que la restauration, je mets un peu les pieds dans le plat, mais la restauration se plaint souvent d'avoir pas assez de gens pour travailler, etc. Mais nous, en fait, on n'a pas forcément ce problème-là. Et c'est vrai que quand je leur demande comment était leur expérience précédente avec leurs anciens employeurs, etc., tu entends des histoires où les restaurateurs ne payent pas les heures sup, sont beaucoup trop agressifs sur le salaire, etc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'expérience et le produit et l'enseigne, aujourd'hui, c'est principalement, au-delà des cartes, au-delà de la communication, au-delà du lieu, etc., c'est votre équipe qui l'a fait. Et on peut manger dans le meilleur restaurant du monde, dans le plus beau restaurant du monde. Si le serveur ne sourit pas, ne fait pas les choses correctement, ça ruine tout. Et c'est vraiment important aujourd'hui de s'axer sur la formation, sur le suivi de la progression des équipes, de vraiment mettre en place un bon discours. Tout bête, mais un ticket moyen, comment on va l'augmenter? Bonjour, est-ce que vous souhaitez boire eau pétillante, eau gazeuse, eau plate, pour faire consommer de l'eau en bouteille et pas juste des carafes d'eau? Est-ce que vous souhaitez des cocktails ou un verre de vin? Tout ça, c'est des choses qui vont tout simplement, comme on le dit tout à l'heure, des petites choses qui vont faire que la conséquence sera importante. Et c'est aussi par rapport à, par exemple, Sunday,
former aussi les équipes à dire, voilà, le moyen de paiement peut se faire par QR code, etc. C'est le discours qui fait clairement l'adoption d'une solution comme Sunday. Et si vous ne formez pas vos équipes à dire le paiement est disponible par QR code directement en fin de déjeuner ou en fin de dîner, le client ne va pas forcément s'aventurer tout seul. Donc, il faut former les équipes pour le ticket moyen, pour l'adoption des nouveaux outils, pour l'expérience globale. Et il faut aussi, de l'autre côté, en interne, avoir une vision, un discours, communiquer, être proche, toujours être proche de ces équipes, avoir leur retour, savoir ce qui va, ce qui ne va pas aussi, parce que c'est eux aussi parfois qui vont apporter des idées, qui vont voir des choses qu'on ne peut pas voir. Donc c'est très important de communiquer à ces équipes, mais aussi d'avoir en retour une communication inverse, où les gens vont dire, moi quand j'ai commencé la resto, de base je ne suis pas restaurateur, je voyais des chiffres, je voyais des opérations, et je me dis, ça va pas, ça va pas. Et au bout de mois, je me suis dit, bah tiens, Edouard, au lieu de dire que ça va pas, va faire des services avec tes équipes. Et après, tu pourras voir si ce qui va pas, etc. Et en allant avec eux, en me mettant dans le bouillon, j'ai compris certaines choses que je voyais pas sur le papier, sur un Excel, etc. Donc c'est aussi important d'avoir la communication. Donc je pense que c'est dans du volume, comme on peut avoir dans les JO, la communication, c'est clé. Parce que le volume amène des incompréhensions. Si on communique pas, on s'engueule. Si on s'engueule devant le client, c'est pas bien. Et ça va apporter des problèmes. Parce que le problème, c'est que quand il y a du volume, il y a de la pression et on reste humain. Et si on ne gère pas bien cette pression avec de la communication, bah ça peut amener des problèmes. Donc c'est vraiment important quand on parle d'équipe, au-delà du cost, il est là, et du coup c'est vraiment important de communiquer avec les équipes, etc. Tu as évoqué plusieurs fois le mot communication. Je pense que c'est le dernier sujet intéressant à aborder sur cette gestion cette appréhension des Jeux Olympiques. Donc la communication, le marketing pour la visibilité de son restaurant, c'est quand même important. Donc pour les restaurants dans des zones plutôt fréquentées par les touristes, il y a moins à faire. Mais par exemple pour les restaurants qui sont hors zone, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, que ce soit sur la communication en amont, mais aussi sur la gestion des avis clients? Je sais que Victor, tu aimes bien ce sujet-là. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire dessus? Il faudrait écouter ce que Edouard a à dire avec Emblème, mais de ma vitrine, Google est le numéro 1 driver de volume pour un restaurant. Genre 5 à 6 fois plus que Instagram, qui est le numéro 2, qui est encore bien avant TikTok. Et quand on parle de touristes des Jeux Olympiques, de mecs de gros dudes australiens de 30 à 40 ans, parce que les mecs de 20 ans australiens, ils n'ont pas l'argent de se payer un billet d'avion pour venir à Paris, en fait, ces mecs-là, ils ne sont pas méga sur TikTok. Donc, on est vraiment sur des gens Google est bien avant toutes les autres solutions. Google Maps, évidemment, où tu vas checker les restaurants, mais quand tu es bien noté dans Google Maps, tu remontes aussi beaucoup plus haut dans les algorithmes de Google. Donc, nous, on a fait le choix. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas dire à un client, ce serait bien que tu fasses une vidéo TikTok et que tu postes sur Insta et que tu fasses du Google, mais mets-moi aussi un truc sur Trip. Le client, il n'est pas là pour te noter, le client est là pour kiffer. Et si tu arrives à peut-être le motiver à faire un truc, c'est déjà beaucoup. Donc, nous, on a décidé de concentrer notre action essentiellement sur Google. Et grâce à ça, si tu regardes Pizzeria Popolare, j'ai 25 000 reviews sur Google. Si tu tapes restaurant italien à Paris, tu tombes tout de suite sur Pizzeria Popolare, parce que quand tu as 25 000 reviews, c'est évident pour n'importe quel touriste que c'est là qu'il faut aller. Et j'ai 4,7. Il n'y a pas beaucoup de restaurants à Paris qui ont 25 000 reviews et 4,7. Et ça, ouais, on est des bons restaurateurs, mais la tech nous aide en fait. Parce que si tu comptes juste sur les gens qui nativement vont sur Google pour mettre une note, tu n'as pas 4,7 parce qu'il y a beaucoup de haters qui vont le faire. Si avec des outils, et il y en a plein des outils, mais Sunday, je pense, c'est aujourd'hui le plus performant et le plus généralisé. Tu permets aussi aux gens normaux comme moi, comme n'importe qui, de automatiquement aller le faire comme ils noteraient leur chauffeur Uber. Ouais, c'est comme ça que tu arrives à ce genre de score. Donc, moi, ma première leçon, c'est on s'est focalisé sur Google Review parce que c'est de loin le plus important et le plus utile. Et deux, ça se fait en utilisant des outils. Je sais qu'Edouard, il utilise des trucs, il utilise Sunday aussi. Sunday, ça marche extrêmement bien. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais être irréprochable sur Internet, quand tu es un touriste et
tu cherches restaurant italien, tu vas sur Google, tu tapes restaurant italien, et là, tu en vois un qui ressort à 25 000 notes, 4,7. Tu ne te poses même pas la question, tu y vas. C'est du bon sens, hein, les gars. Vous avez tous été dans une ville étrangère. Ouais, Vous avez tous été à l'étranger. Tu as tapé restaurant, tu as tapé brunch, et il y en avait un qui avait 3,8 et il y en avait un qui avait 4,5. Bah, tu es allé dans celui qui avait 4,5. Le touriste australien à Paris, il fait exactement pareil. Simplement, le temps file. Jérémy, je me permets simplement, le temps file. Je vous laisse, Jérémy, nous dire quelques mots sur la partie communication, parce que je pense que vous avez aussi des éléments importants. Et on finira par une petite conclusion pour que les gens aient du temps pour poser leurs questions. Ouais. Non, moi, ce que je voulais juste compléter et dire très rapidement, c'est que, alors, je rejoins Victor avec la notion, effectivement, Google. Moi, je vois de plus en plus chez mes clients, et peut-être qu'Edouard pourra en parler peut-être mieux que moi, mais c'est aussi TikTok. TikTok, c'est aussi du drive to store. TikTok, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a cette génération qui n'est pas la mienne, qui est un petit peu avant, voire même beaucoup avant, et ben, se renseigne et observe beaucoup TikTok. Moi, je fais des belles performances sur certains de nos réseaux et sur certains de nos clients. C'est à considérer. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, selon moi, une solution à considérer également, en plus de ce que vient de dire Victor. Ouais, carrément. Okay. Attends, juste les gars, je suis au micro, parce qu'on vous entend. C'est le live, c'est les aléas du live. Non, mais en fait, exactement. Moi, par exemple, sur Paris 2 ou sur les restos qui sont dans des zones touristiques, je demande souvent les clients comment les clients nous ont connus. Et j'ai fait une étude sur 900 consommateurs de ce qu'ils pensaient de Groupon Mimo, de comment ils nous ont connus, etc., etc. Et en fait, le premier vecteur de vente chez nous, c'était le bouche à oreille. Le deuxième, c'était les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai compris que les réseaux sociaux, on allait chercher les gens, avec le produit, les gens en parlaient autour d'eux. Et en fait, on attire avec les réseaux et le produit fait qu'ils reviennent et ils parlent aussi autour d'eux. Et ça, typiquement, quand le produit fait parler de lui-même, bah, c'est de la publicité gratuite, hein, parce que encore une fois, je pense qu'il y a une réelle sous-estimation du levier des réseaux sociaux aujourd'hui dans la restauration. Mais à un niveau où moi, quand j'ai commencé là-dedans il y a 8 ans, alors je faisais les salons, food hotel tech, etc. Personne ne venait me voir, hein, j'étais tout seul à mon stand. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus éveillés et comprennent que les réseaux sociaux sont un vrai levier business. Mais aujourd'hui, clairement, c'est même plus une option de faire les réseaux sociaux si vous voulez réussir dans la restauration. Moi, j'ai travaillé donc j'ai une boîte de communication avec Emblème. On permet aux restaurateurs d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, j'ai travaillé des petits indépendants, groupe Bertrand, avec tout type d'acteurs. Et en fait, en lançant il y a 3 ans mes réseaux sociaux, d'ailleurs, heureusement que j'ai réussi parce que sinon, j'aurais pas eu de crédibilité de dire que je savais remplir des salles de restaurant. Mais au-delà de ça, j'ai vu vraiment l'impact des réseaux sociaux, même pendant le confinement quand on a lancé. Et aujourd'hui, en fait, tout bêtement, TikTok, c'est un moteur de recherche. Donc TikTok, c'est pas comme Instagram. TikTok veut s'aligner avec Google. Et en gros, 40% des jeunes aujourd'hui, 40% des jeunes cherchent sur le moteur de recherche TikTok et plus sur Google. Et ce pourcentage va bien sûr augmenter au fur et à mesure que les générations vieillissent et qu'on arrive avec des générations qui sont vraiment digital natives. Donc aujourd'hui, il y a Google et il y a TikTok. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens, par exemple sur Paris 2, quand je vais demander aux touristes, c'est énormément TikTok, parce qu'en fait, ils vont tout simplement dire Paris Italian Restaurant, et ils vont voir les vidéos TikTok. Et en fait, les gens, au lieu de... Alors, Victor a totalement raison. Il y a des gens qui vont chercher sur Google Maps et qui vont chercher ouvert actuellement dans leur zone, et ils vont voir. Si vous avez forcément 25 000 vues, reviews à 4,7, vous sortez en top. Mais il y a aussi une partie de ces jeunes-là, et qui ne vont pas forcément être des jeunes qui vont être là pour les JO, hein, mais il y a beaucoup d'Américains qui font de European Trip, de jeunes de entre 20 et 30 ans qui viennent avec leurs amis pour faire le Emily in Paris au mois d'août. Et bah, typiquement, ces jeunes-là vont aller sur TikTok et vont taper. Et c'est forcément les vidéos qui ont le plus... Ouais, désolé, ça a coupé. C'est forcément les vidéos qui ont le plus de vues, comme sur Google,
les fiches avec le plus d'avis qui vont performer, qui vont ressortir en premier. Et donc vraiment, aujourd'hui, c'est encore une fois toujours la même chose. Il faut avoir tout aligné pour avoir une victoire. Il faut avoir Je pense qu'on est tous d'accord, mais je photos. me mets dans la peau des gens qui nous écoutent, Edouard. Ouais. Avoir des bonnes notes sur Google, il y a des trucs que tu peux faire qui vont automatiquement le faire. Avoir des bêtes de vidéos sur TikTok, c'est pas facile. Il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Et notamment, il n'y a pas de recette en 3 semaines. Si tu as une super belle vaisselle comme toi, si tu as des super décors comme toi, des beaux uniformes, bah, tu auras plus de vidéos TikTok. Mais moi, si je suis à 3 semaines des jeux, je vais pas changer toute ma vaisselle et je vais pas refaire ma déco à 3 semaines des jeux. Donc, TikTok, c'est aussi des investissements plus long terme sur juste la qualité intrinsèque de ton produit. Et c'est moins automatique. Ouais. C'est sûr que c'est des stratégies qui sont plus moyen-long terme et à 3 semaines des JO, bah, un peu comme les avis Google, ça va être dur d'en choper 5000 en 3 semaines, mais je pense que dans tous les cas, sur le réveil digital des restaurateurs, même pour préparer la période de Noël où il y a beaucoup de gens de province qui viennent, etc., et qui, pareil, ont les mêmes techniques de recherche pour leur sortie, Google important et les réseaux sociaux sont aujourd'hui vraiment la vitrine du restaurant, même avant de venir. Et il y a énormément de ces gros vecteurs de vente parce que les gens font confiance à ce qu'ils voient sur les réseaux, à ce qu'ils voient sur Google, aux autres avis pour choisir un restaurant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu très concurrentiel et la guerre se fait sur Internet pour la restauration. C'est parce que les gens cherchent leur sortie sur Internet. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de ces réseaux sociaux. Et il y a encore trop de restaurateurs qui pensent que c'est juste une option, alors qu'aujourd'hui, c'est aussi important que la vaisselle, que le décor et l'ambiance du restaurant. Ok. J'ai laissé traîner un peu parce que je trouvais que c'était hyper important vos 2 points de vue. Et c'est surtout un sujet hyper important pour permettre de laisser aux participants le temps de poser des questions. On va conclure rapidement. Donc voilà, moi pour conclure de ce que j'entends de vos interventions, c'est que pour se préparer à cette phase de Jeux Olympiques, quelle que soit l'influence, il faut penser en 360 sur la thématique opérationnelle avec des systèmes ouverts et connectés pour améliorer vos process, sur la partie RH, sur la partie digitale et réseaux sociaux, communication. Voilà, est-ce que chacun, Jérémy, peut-être que tu peux commencer, vous pouvez nous donner en une phrase, une conclusion, une petite phrase résumant comment se préparer au JO avant les questions-réponses. Alors, écoute, moi, la phrase, ça va être assez simple, assez rapide. Je vois que l'horloge tourne. Pour ma part, moi, ça serait de revenir tout simplement pour certaines choses à des fondamentaux du métier. Quand je dis les fondamentaux du métier, c'est des règles simples qu'on apprend à l'école hôtelière ou qu'on apprend quand on gère de la restauration, sur lequel on se sert de la tech, c'est une évidence, mais revenir aux fondamentaux, c'est l'accueil, l'écoute, la bienveillance et le sens aiguisé du service, parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier reste un métier d'homme, un métier de service et un métier de contact. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'hospitalité, parce que les étrangers sont très à cheval et très sensibles à hospitality, et l'hospitalité, c'est la base de notre métier et de nos activités dans le métier de la restauration. Voilà, c'était un peu pour finir. Moi, ça sera le dernier mot, en tout cas, pour clôturer un petit peu mon intervention d'aujourd'hui. Merci Jérémy. Peut-être Victor, tu veux dire 2-3 mots? Je vais essayer de compléter, de ne pas répéter ce qu'a dit Jérémy, parce que je suis d'accord en tant que restaurateur avec tout ce qu'il dit. Tu peux pas tout changer 20 jours avant les Jeux. Tu vas pas réinventer ta boîte, tu vas pas réinventer ta culture, tu vas pas réinventer ton resto, je me concentrerai, tu peux pas changer 50 000 trucs. Je ferai 3 trucs. Je bosserai l'accueil. Je me dirais, est-ce que j'ai une hôtesse? Est-ce qu'elle est bien formée? Est-ce que j'ai au moins 1 ou 2 de mes serveurs que je peux former à faire de l'accueil? Et si j'ai un méga rush, et que j'ai un peu de staff, je peux faire venir un extra, mais mon serveur que je connais, qui connaît bien mon resto, qui connaît tous mes process, peut venir à l'accueil et aider à l'accueil. Je parle pour les gens qui n'ont pas 100% toute la journée de l'affluence, d'accord? Ces gens-là, ceux qui ont toujours de l'affluence, ils n'ont pas besoin de conseils. Donc, je bosserai l'accueil. Je bosserai mon système de réservation. Je ne peux pas partager avec plus d'enthousiasme comme ça a changé notre vie chez Big Mama quand on est rentré dans les détails et les petites lignes et les configurations de notre système de réservation. On a gagné 2, 3, 4 points de chiffre d'affaires sur chaque resto
et on a gagné en satisfaction client parce que les gens étaient mieux reçus. Il n'y avait pas le bordel à l'arrivée, à l'entrée du restaurant. Ça a changé notre vie. Et ça, c'est si vous avez déjà un logiciel de réservation, passez 3-4 heures dans la configuration, assurez-vous que c'est fait et que c'est malin. Et le troisième truc, c'est le paiement à table. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Vous pouvez imaginer comment votre staff va devenir 50 fois meilleur. Mais en fait, ton chef de rang, il gagne 30% de temps quand tu fous Sunday dans le restaurant. Donc, en fait, avant de se demander comment ton staff va être 50 fois meilleur, donne-lui déjà 30% de temps en plus. Et avec ces 30% de temps, elle est assez grande et il est assez smart pour savoir comment il les utilisera pour mieux chouchouter les clients et encaisser les rushs. Je pense que c'est les 3 trucs que je ferai. Et le reste, je continuerai sur exactement ce qu'a dit Jérémy, les bonnes valeurs de la restauration. Super, merci. Et encore mieux, j'ajouterais une solution de paiement intégrée à une solution Zelti pour bien suivre les paiements. Voilà. Et ça va sans dire parce que la magie de Zelti, c'est que, enfin, moi je pense que Zelti, vous avez tout compris, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui s'intègre avec tout le monde, qui a les meilleures API sur le marché, où la communication entre les logiciels, elle se fait parfaitement, que tu aies de l'Internet, que l'Internet soit up, soit down. Et ça change tout. Ouais, une solution de paiement, si tu n'es pas bien intégré avec un logiciel de caisse qui a compris que c'était le futur, c'est comme tes logiciels de gestion RH, c'est comme tes logiciels de Reza, ça tourne que sur un POS qui a compris ça. Et c'est votre cas. Merci. Et du coup, Edouard, si tu veux finir avec quelques mots, peut-être sur la partie communication à 20 jours, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah oui, après, à 20 jours, comme dit Victor, c'est compliqué de révolutionner sa communication, etc. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est jamais trop tard. Et ce que vous faites maintenant, vous en bénéficierez pas peut-être demain, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et puis pour la rentrée. Donc, il est jamais trop tard pour s'y mettre. Et si vous y mettez pas aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà en retard. Il faut vraiment, absolument comprendre que les réseaux sociaux sont un énorme levier business. Aujourd'hui, la communication, que ce soit les influenceurs, que ce soit Instagram, TikTok, que ce soit l'ad, la pub, il faut en faire. Il faut en faire pour que les gens parlent de votre restaurant. Il y a une offre qui est énorme. Il y a des restaurants qui ouvrent tous les jours à Paris. Si vous n'êtes pas celui qui tape du poing le plus fort sur la table tout le temps avec un bon produit, malheureusement, c'est compliqué de s'en sortir. Donc, il faut vraiment prendre en compte que quand vous ouvrez un restaurant, ne pas tout mettre dans les travaux, ne pas tout mettre dans le fonds de commerce, vraiment garder un budget important pour le lancement. Parce que moi, je le vois depuis 8 ans, c'est les personnes qui s'investissent vraiment au-delà du produit, qui investissent vraiment dans la communication, qui arrivent à amener des clients et avec les produits, ils arrivent à les garder. Donc voilà, aujourd'hui, il faut pas lésigner sur les investissements. C'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, il faut mettre entre 3 et 5% normalement. Moi, je mets 3,5 du CA hors taxe dans sa communication. Aujourd'hui, on regarde n'importe quel groupe, beaucoup de 95% des groupes en France, s'ils investissent 0,2%, c'est déjà énorme. Donc, il faut savoir que dans tout business, et c'est marrant parce que la restauration, on est l'industrie la plus concurrentielle et pourtant, c'est là où il y a le moins de marketing qui est investi par rapport à des marques de fashion, de cosmétiques, etc. Aujourd'hui, si vous mettez 3% de votre CA hors taxe dans votre communication, le food cost, on peut le travailler. La masse salariale, on peut le travailler. Mais il y a une donnée où il y a un plafond. Et le seul moyen de diluer cette masse salariale et sous food cost, etc., c'est quand même d'amener du volume. Donc les ratios, on ne peut pas les écraser au minimum. Il faut des serveurs, il faut un patron, etc. Le seul moyen de diluer le food cost, c'est les masses salariales, c'est le CA. Et le CA, comment on peut le booster? C'est par le produit et par la communication. Donc c'est vraiment 3%, 3,5% du CA hors taxe dans la com et 80% de ce budget-là dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Super, merci Edouard. C'est un sujet passionnant, il y avait 1000 choses à dire. On a quelques questions en chat, mais il nous reste 1 minute. Est-ce que, Axel, de ton côté, on peut dépasser? Est-ce que Victor, Jérémy, Edouard, vous êtes ouverts à répondre aux quelques questions, ou sinon on peut prévoir peut-être une réponse en newsletter aux intervenants? Moi, de mon côté, si on prend 1 ou 2 questions, c'est bon pour vous. Après, je prends avec plaisir les questions. C'est bon, pour moi. De toute façon, je vais vous renvoyer je vais envoyer le replay à tout le monde.
Et de toute façon, on reste dispo par mail. Mais voilà, on va prendre une ou deux questions. Super, merci beaucoup. Parce qu'on avait quelques questions assez intéressantes. Une plutôt sur la partie Dark Kitchen. Quels sont vos conseils pour les Dark Kitchen pendant les JO? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Le modèle Dark Kitchen est peut-être un peu original. Moi, c'est un modèle. Moi, j'ai pas exactement des Dark Kitchen, mais j'ai de la livraison à côté avec Napoli Gang à côté de mes restaurants. Là, c'est pas un conseil pour les JO parce que c'est pas un truc qui met 20 jours à mettre en place. Ça nous a pris un peu plus de temps. Mais d'intégrer la livraison en white label, c'est-à-dire de Uber Eats ou de Deliveroo, tu peux soit passer par la plateforme, soit tu peux les utiliser et tu utilises juste leur service de livraison si c'est toi qui fais la vente. Sauf que pour faire la vente, il faut accéder aux clients. Et pour accéder aux clients, il faut connaître les emails de tes clients. Et donc, tout ce qui te permet de collecter les emails des clients, comme par exemple ton logiciel de réservation, ton paiement avec Sunday ou même éventuellement ton accès au Wi-Fi, chez nous, ça a changé la trajectoire de Napoli Gang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de mes ventes qui provient de gens que je connais en direct. Et donc, dessus, je ne paye pas la commission classique de Uber Eats ou de Deliveroo, mais je paye beaucoup moins cher. Je paye juste un fee de livraison. Parce que c'est moi qui connais mes clients et je connais leur adresse email et ils sont en contact direct avec moi. C'était ma réaction sur ce sujet-là. Ok, super. Merci pour cette réponse. Il y avait également donc, Victor qui a répondu, mais comment s'assurer que le paiement d'une table a bien été pris en compte? Donc voilà, c'est comme on l'a dit, avec une bonne connexion, avec une solution de caisse, en passant par le paiement par QR code, donc notamment Sunday. C'est assez important si vous voulez mettre en place ce genre de système. On avait aussi une question, comment pouvons-nous inciter les clients à nous laisser des avis à 3 semaines des JO? Est-ce que vous avez des recos là-dessus? Ouais, tu as plusieurs trucs. Tu as l'incitation. Enfin, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a soit tu incites les gens, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu leur demandes et tu les motives à le faire. Soit il y a juste la possibilité de leur donner la possibilité de le faire facilement. Nous, chez Sunday, on a commencé par la deuxième brique qui est on laisse juste on donne aux gens la possibilité de le faire facilement. C'est-à-dire que si pour laisser un avis, il faut se dire ah tiens, je vais aller sur Google et puis je vais mettre un avis, bah, tu as un mec sur 100 qui laisse un avis. Si laisser un avis, ça se fait de manière hyper fluide dans le cadre de ton paiement, bah, en fait, tu as un mec sur 3 qui le fait. Donc c'est pour ça que chez nous, chez Big Mama, on est passé d'environ 100 avis par mois par restaurant à 1000 avis par mois par restaurant. Et après, tu peux aller l'étape d'au-dessus, c'est que tu peux les inciter. C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs comme par exemple des espèces de roues. Tu leur dis si vous nous laissez un avis, on vous fait gagner un café la prochaine fois que vous venez ou un truc comme ça, qui sont des petites routines qui fonctionnent assez bien aussi. Mais tous les restaurateurs ne veulent pas forcément faire ça parce qu'il y a une côté un peu gamification qui va bien avec certaines marques, moins avec d'autres. Voilà, ça c'est mon expérience sur les avis. Ouais. Après, je sais que tu as certains programmes de fidélité qui proposent justement aussi cette expérience et qui poussent, et comme tu le disais Victor, qui aussi rémunèrent, quand je dis rémunèrent, ses clients fidèles et qui les poussent justement sur le process de commande et sur le process d'achat, avant l'acte d'achat, de laisser un avis. On en a un certain nombre qu'on connaît sur le marché, qui sont plutôt pour certains assez performants. Et la fidélisation, on en parlait, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la fidélisation plus que jamais est pour moi un élément central, en tout cas, dans l'évolution de votre business, dans la data et pour connaître aussi vos clients et surtout gérer cette fameuse communauté. Edouard en parlait tout à l'heure sur une communauté Insta, TikTok et sur la partie réseaux sociaux, mais votre communauté de clients fidèles qui viennent dans vos restaurants et qui gèrent votre feed, c'est une richesse juste incroyable pour vous restaurateurs et à exploiter pour vos directions marketing, pour citer que. Donc, c'est à surtout pas sous-estimer. Et la fidélité dans les restaurants, vous pouvez justement booster et pousser à la vie client au moment de l'acte d'achat. Ouais, bah nous chez Emblème, on le fait. On le fait en fait avec tout simplement une roue pour faire gagner un tiramisu, un café, etc. pour inciter les gens avec Ouais, ce voilà. jeu. Alors C'est c'est pas des obligations parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'obligation, c'est-à-dire qu'en fait les gens s'ils attendent peuvent juste laisser l'avis. Mais en gros, oui, on fait un système de petits jeux concours comme ça pour pousser et inciter les gens à donner une note pour pouvoir remporter un tiramisu, une pizza, un café, etc. Et c'est pour ça, et c'est aussi grâce à ça qu'on arrive
à booster un peu les avis clients et remonter sur Google. Encore une fois, c'est pas une obligation parce que Google interdit ça, mais voilà, ils peuvent jouer et dans ce process de jouer à ce jeu concours, ils laissent un avis. Et donc ça, forcément, ça permet très rapidement de gagner en notes, d'augmenter sa note et gagner aussi en termes de volume de notes. Parce que c'est vrai que les internautes, quand ils vont naviguer sur Google Maps pour voir en gros les restaurants ouverts autour d'eux et ceux qui sont top, ils vont regarder deux choses, la note et le volume. C'est-à-dire que si quelqu'un a 4,7 mais a 10 avis, ça va être presque moins bien que quelqu'un qui va avoir peut-être 4-5 mais qui va avoir 5-6 000 avis. Parce que forcément, les gens vont écouter aussi, quand il y a du nombre, vont écouter si le restaurant a reçu beaucoup de visites. Les gens sont un peu des moutons, ils vont aller là où il y a une bonne note et là surtout, il y a eu beaucoup d'avis. Donc c'est un moyen, nous chez Emblème, on le fait, de mettre des QR codes pour pouvoir booster son nombre d'avis et aussi améliorer sa note. Et c'est très facile à installer, donc dès le jour où c'est installé, ça commence déjà à s'accumuler les notes, donc ça va très vite. Ok. Je vois un commentaire, Sybille, je vois un commentaire d'Axel Muller. Oui, j'allais en parler qui justement. dit chez Nourri avec Pongo. Ah ouais, vas-y, je te laisse en parler. Oui, Axel, c'est intervenant, donc Axel de chez Nourri, qui travaille donc avec Pongo sur la partie fidélité. Donc Pongo, qui est un logiciel qui propose de la fidélité dans nos restaurants, qui est intégré également avec les TPE Sunday. C'est assez canon comme intégration. Et ils ont un système, tous les clients qui viennent 100 fois, ils leur offrent un aller-retour au Japon. Donc, à vos marques, allez chez Nourri, parce que c'est quand même intéressant. C'est devenu un vrai jeu. Et donc, je finirai là-dessus. On a répondu à toutes les questions. Mais bravo, Axel, pour cette belle idée, en tout cas. Et merci à Edouard, merci à Victor et merci à Jérémy pour votre intervention. C'était hyper intéressant et surtout, on vous souhaite beaucoup de courage pour le vidéo. Et Axel, je crois que tu as 2 mots à dire. Oui, merci à tous pour votre participation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vous envoyer un petit mail avec le replay et voilà, n'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions, nous on reste dispo et voilà. Et je vous souhaite une très bonne période des JO alors avec tous ces bons conseils. Merci beaucoup. À tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous en tout cas. Merci, au revoir. Et puis on se parlera peut-être après les JO pour tirer le bilan. Allez, salut. Salut. Merci, au revoir.